Donc, eh ben, on va essayer aujourd'hui un petit peu de parler à trois donc, du presbylésique versus implants multifocaux. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la demande est croissante et de manière permanente sur une réponse à la prise en charge de la presbytie. Alors, quand on regarde un petit peu donc la répartition des porteurs de lunettes, il y avait une étude qu'avait fait l'HAS en mars 2011 qui nous disait qu'il y avait à peu près 26 à 30% de presbytes sur une population évaluée en 2016 à 70 millions, ce qui fait à peu près 650 000 nouveaux presbytes chaque année, soit 1781 par jour. Alors, ce qui est un petit peu étrange, c'est de voir l'évolution de ces nouveaux presbytes, hein. On appelle ça d'ailleurs la silver economy, mais on les a baptisés aussi de silver surfer, hein, c'est des presbytes 2.0. Et quand on regarde un petit peu leur activité, ben, on s'aperçoit que plus de 10 millions d'internautes français ont plus de 50 ans, 69% des 50 ans ont un ordinateur, hein. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, 2 seniors américains sur 3 repèrent leurs achats en ligne avant d'acheter. Donc, ce qui veut dire que ben, ils sont présents, ils ont de plus en plus besoin de vision de près. Alors, s'affranchir des lunettes en vision de près, lorsqu'on regarde un petit peu le fonctionnement de l'accommodation, c'est pas très simple parce que l'accommodation, c'est quand même un système un peu compliqué. On en sait quand même des grandes lignes, hein. On sait que lorsque le ciliaire va se relâcher, le cristallin va se globuliser sur sa face antéro-postérieure et va pouvoir augmenter donc son pouvoir optique. Alors, la vraie question qui se pose, c'est quels sont les stimulés qui déclenchent cette accommodation. Quand on s'interroge, on regarde un petit peu dans la littérature, qu'on s'intéresse à elle, ben on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'études, mais c'est assez diffus, contradictoire. En tout cas, on n'en repère pas un critère vraiment universel sur le déclencheur de l'accommodation. La seule chose sur laquelle on est à peu près d'accord, c'est que le flou rétinien joue quand même un rôle important dans le déclenchement de ce stimuli. Alors, moi j'aime bien Peschro, hein, il avait bien démontré un petit peu dans le principe de l'accommodation convergence que le flou rétinien jouait quand même un rôle fondamental associé à la distance de la cible, la disparité des images qui permettait une adaptation de l'accommodation et de l'avergence par le système nerveux central pour entraîner la triade accommodation, convergence, myosis, et chose dont il ne parlait pas à son époque, la compensation aussi des aberrations internes et cornéennes. Alors, lorsqu'on regarde chez un jeune patient aussi, on sait que le cerveau n'a pas besoin d'une image très nette, hein, puisque voici par exemple un examen qui a été réalisé à l'ITRACE. J'aime bien l'ITRACE parce que c'est un abéromètre couplé à un topographe qui permet donc d'identifier les aberrations internes et cornéennes. Et on peut faire un examen en vision de loin et en vision de près. Et comme tout abéromètre, il va calculer la PPR. Et vous voyez, je l'ai entouré en rouge. Il y a une myopisation de pas plus de moins -1,50, donc pour pouvoir lire de près. Alors, on sait également qu'il y a le problème du lag accommodatif, hein. La demande est toujours supérieure à l'effort fourni, mais voilà un petit peu comment fonctionne l'accommodation. Alors, que se passe-t-il à la presbytie? On sait que le cristallin est un tissu ectodermique. Donc, il y a une étude assez intéressante qui a analysé les cristallins de différents âges et on voit très bien un petit peu le grossissement du cristallin par augmentation de son poids qui va de 90 mg à 240 mg à 80 ans. Donc, on sait que ce cristallin va croître de 20 microns par an et ce, toute notre vie. On peut comprendre donc que le cristallin va se rapprocher du muscle ciliaire, les onules vont être détendues et l'effort accommodatif va être réduit tout doucement à néant car la déformation antéro-postérieure n'est plus possible. Alors, la question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est peut-on compenser la presbytie
par une chirurgie cornéenne ou intraoculaire, hein, puisque on va parler un petit peu des deux techniques, eh bien, j'ai envie de dire presque oui, hein, parce que quand on voit un petit peu ce qui se passe, alors même si Dan Reinstein est quand même pardon, l'égérie de Zeiss, il s'est quand même fait opérer, hein, je veux dire, il est très content. Et donc, il y a une autre égérie aussi avec qui je suis en couple depuis très longtemps, ben, c'est mon ami Charlie, qui s'est fait opérer aussi depuis mars 2007 et qui ne porte toujours pas de lunettes. Alors, quelle est un petit peu la réponse des fabricants aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement, on a des logiciels qui permettent de prendre en charge cette presbytie? Oui, Zeiss avec le Press Beyond, donc le Supracore donc de chez Bosch et Lomb, le Nidec, le PAC, le pseudo-accommodative Cornea, le Presbymax aussi de chez Schwind avec 3 techniques, le Vizix donc de Johnson Johnson, et enfin l'Alcon sur lequel on va un petit peu plus donc s'attarder. Alors, quand je regarde, on analyse un petit peu le Press Beyond, ils ont surtout mis en avant ce qu'on appelle le blended vision. On va donc différencier l'œil dominant de l'œil dominé. L'œil dominant va travailler en vision de loin et en vision intermédiaire. L'œil dominé en vision intermédiaire, en vision de près. Et le mot anglais blended prend toute sa bonne traduction, puisque blended veut dire mélange. On va avoir une zone donc de mélange des deux yeux où la symétrie de travail va être respectée en vision intermédiaire, ce qui va permettre de diminuer donc l'anisométropie. Alors, le Bosch et Lomb, c'est le supracorps, donc c'est un traitement varifocal cornéen avec un profil asphérique et une addition centrale, comme on le voit sur les schémas, qui reprend un petit peu tous les principes donc, des lentilles pour la presbytie. Et donc là aussi, par contre, au même titre que le Zeiss et le Bosch et Lomb, ce sont des logiciels fermés, hein. On peut simplement jouer un petit peu sur l'addition régulière de 2,50 ou mild d'1,50 et faire un mix and match en fonction des attentes du patient, mais on ne peut pas quand même bouger beaucoup de paramètres. Le Nidec, c'est un petit peu plus compliqué, il va à l'inverse de tous, hein, puisque lui, au lieu d'avoir, comme le supracorps, une vision de près centrale, il inverse le phénomène en donnant une vision de loin centrale et une vision de près périphérique. Alors, c'est un ensemble de traitements que l'on va enregistrer sur une clé USB de manière à ce que le laser puisse effectuer donc 3, 4 ou 5 traitements. Là aussi, je dirais à la limite que c'est un logiciel semi-ouvert, car on a un petit peu plus de possibilités de vouloir faire des traitements différents. Enfin, on arrive au Johnson Johnson, le Vizix Star sur le S4. Hein. On revient donc strictement au système supracorps Bosch et Lomb avec une vision de près centrale et une vision de loin périphérique. C'est un logiciel aussi fermé, hein. On n'a pas trop de possibilités à part de jouer sur les additions et il fonctionne donc plus avec un abéromètre par rapport aux autres. Enfin, le Schwind, le Presbymax. Alors ça, c'est un logiciel qui est assez intéressant, toujours fermé, hein, mais qui a au moins l'intérêt de présenter aussi des stratégies différentes. Une stratégie de monovision hein, classique, qu'on pourrait dire d'optimiser, puisqu'on va modifier la sphéricité sur l'œil dominé, un système hybride où on va modifier de manière un petit peu différente la sphéricité sur l'œil dominant, et enfin la micromonovision qui va engendrer donc une modification bilatérale de la sphéricité avec une petite variation de puissance. Il y aura moins de puissance sur l'œil dominant que sur l'œil dominé. Là aussi, c'est un logiciel fermé, hein, donc peu de paramètres à modifier. Enfin, notre préféré, en tout cas pour nous, hein, puisque c'est sur celui que nous travaillons, le logiciel FCAT, donc du laser Alcon EX500. Donc FCAT veut dire To Fine Tune Customized Advanced Treatment. Alors ça, c'est un logiciel fantastique parce que c'est
d'un logiciel open++. Alors, il est tellement ouvert que ça devient difficile de savoir ce qu'il faut faire, d'accord? Puisqu'on peut modifier tous les paramètres et on va s'apercevoir que lorsqu'on modifie un petit peu la sphérisité, il y a des shifts de sous, de surcorrection qui vont être entraînés et en fonction de tous les éléments donc préopératoires. En tout cas, ça c'est Nicolas qui va vous expliquer un petit peu comment on a réussi à simplifier le logiciel FCAT grâce au développement du logiciel Presbycore, qui est une aide précieuse en tout cas à la programmation. Enfin, mon ami Charlie va vous parler surtout des implants multifocaux. Alors, cette tendance des EDOF, vous voyez que les EDOF cherchent effectivement à avoir cette extension de profondeur de champ pour offrir une vision continue. Petite conclusion à mon niveau, je dirais que quand même, que ce soit une chirurgie cornéenne ou intraoculaire, ça reste des solutions de compromis. Nous ne sommes pas des magiciens et nous ne savons pas rendre les yeux des 20 ans de nos patients. Voilà, je vous remercie pour cette petite introduction. Merci Charlie. Bonjour à tous, merci à Charlie d'avoir introduit le sujet de la presbytie. Merci Jérôme de nous donner du temps de parole dans cette visioconférence. Alors, je vais vous parler du logiciel Presbycore. Aujourd'hui, c'est la première application qui permet de proposer 3 stratégies de compensation de la presbytie au laser, sur les lasers donc de la marque Alcon. Si on reprend un petit peu la genèse, on a des lasers avec des profils d'ablation spécifiques à la presbytie depuis les années 2000. Et c'est en 2003 que Alcon a proposé le module Custom Q, FCAT, dont Charlie vient de vous parler, qui est donc un module qui permet de modifier au bon vouloir du praticien la sphéricité cornéenne. Mais comme il a très justement dit, c'est un laser qui est extrêmement ouvert et qui n'est pas fourni avec un mode d'emploi d'utilisation pour le traitement de la presbytie. Et ça a conduit à des résultats extrêmement hétérogènes sur l'ensemble des utilisateurs et sur l'ensemble des cliniques équipées de ce laser. Pour pallier à ce problème, en 2008, le docteur Charles Guénassia a proposé un premier logiciel, le Presbycore, qui était donc un logiciel de paramétrage qui permettait de guider le chirurgien dans la programmation du laser. Et après plusieurs années d'utilisation, en 2020, on revient avec une nouvelle version du Presbycore qui embarque à la fois des nouveaux settings de paramètres, mais aussi des nouvelles stratégies de compensation de la presbytie. Alors, si on revient un petit peu sur le fonctionnement, on va chercher à augmenter la profondeur de champ en ayant induit de l'aberration sphérique négative. Pour ça, on va utiliser un profil d'ablation spécifique. On voit ici en rouge sur le schéma un profil d'ablation presbylasique sur lequel on a modifié la prolacité de la cornée. On se rend compte qu'on creuse beaucoup plus en moyenne périphérie que sur un traitement standard qu'on retrouve en bleu. Quel est l'intérêt? Eh bien, sur un système optique non aberré, qu'on peut voir ici en haut, on se rend compte que l'image qui se forme dans le plan focal est parfaitement nette, mais qu'en dehors de ce plan focal, tout de suite, l'image est extrêmement dénaturée par le défocus. A contrario, dans un système optique dans lequel on a induit de l'aberration sphérique négative, en plus de conserver une bonne qualité de vision dans le plan de cercle moins diffusion, on a une bien meilleure tolérance à la défocalisation et on conserve du coup une bien meilleure qualité de vision en dehors du plan focal. Pour un simple rappel, l'aberration sphérique négative, les rayons centraux convergent en avant des rayons périphériques et le delta de focalisation entre ces deux types de rayons, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Si on ramène ça à notre œil hémétrope, les rayons qui arrivent donc en temps normal de l'infini vont se focaliser directement sur la rétine. Avec notre chirurgie de modification de la sphéricité cornéenne, les rayons centraux continuent à converger sur la rétine, mais les rayons périphériques convergent en arrière. Et on a ce fameux shift hypermétropique qui fait que la profondeur de champ induite n'est pas utilisable puisqu'elle est défocalisée du côté de l'hypermétropie. Il est donc nécessaire de compenser ce shift pour que les rayons aussi bien centraux que paraxiaux puissent aller converger en avant et sur la rétine et que la profondeur de champ induite soit cette fois utile et puisse être mise à profit de la vision intermédiaire et de la vision de près. Charlie l'a déjà dit, mais je le répète, dans le logiciel Alcon, le FCAT, on peut modifier les paramètres au bon vouloir, aussi bien la réfraction que le target, l'addition, la kerato, le facteur Q initial, le facteur Q target. Le logiciel Presbycore est une aide au paramétrage
qui, pour la première fois, va fournir des valeurs précises à renseigner dans le laser en fonction de la stratégie qu'on aura retenue. Nous avons élaboré 3 stratégies de compensation. Pourquoi? Parce que chaque patient est unique. On a différents types de profils de patients. Et pareil, l'approche chirurgicale du médecin peut être différente en fonction de ses connaissances et de la philosophie qu'il a de la gestion de la presbytie. On retrouve dans le logiciel l'Equivision, qui était jusqu'à présent donc, le type de traitement proposé, et les 2 nouvelles stratégies, le Dual Vision et le Monovision Optimized. Le Monovision Optimized, c'est un traitement bilatéral, mais seulement sur l'œil dominé, nous allons modifier le facteur Q d'aspéricité. Le but est de venir donner à l'œil dominé la vision de près et la vision intermédiaire grâce à la profondeur de champ induite. Il en résulte une dissociation de la vision binoculaire qui est moins importante que dans une monovision conventionnelle, une anisométropie d'environ 1,50, mais surtout une vision intermédiaire qui est donnée par l'œil dominé. Et ça, c'est complètement nouveau par rapport aux monovisions conventionnelles. On a tous des patients qui ont été traités avec un œil à plan, un œil à -2. Docteur, je suis bien de loin, je suis bien de près, mais sur l'écran, je suis obligé soit de me rapprocher, soit au contraire de m'éloigner, je ne suis pas bien. Ça permet de pallier à ce phénomène. Dans cette stratégie, l'œil dominant retrouve une hémétropie, l'œil dominé reste aux alentours de -1,50, et on a une excellente récupération visuelle de loin et de près, puisqu'en général, dès le lendemain, la vision est déjà extrêmement satisfaisante. Sur une cohorte de 56 patients, on retrouve une acuité préopératoire qui était à 5 dixièmes, qui passe à 9 dixièmes et demi, notamment grâce à l'œil dominant. On était à P12, on passe à P2, notamment grâce à l'œil dominé. L'anisométropie induite est de 1,60. Et si on regarde un petit peu la modification de la sphéricité qui a été effectuée sur l'œil dominé, on se rend compte qu'elle a contribué à diminuer la demande en addition minimum sur cet œil-ci. On voit bien l'efficacité de la profondeur de champ qui a été induite. Sur ce lot de patients, la vision de près et de loin était satisfaisante dès le lendemain. Aucun retraitement n'a été nécessaire. À présent, le Dual Vision. Le Dual Vision, c'est une stratégie hybride dans laquelle on va venir modifier de façon bilatérale la sphéricité, donc aussi bien sur l'œil dominant que l'œil dominé, mais en laissant sur l'œil dominant une prédominance pour la vision de loin et la vision intermédiaire, alors que l'œil dominé va davantage être au service de la vision de près et de la vision intermédiaire. Ça permet, dans cette stratégie, d'avoir une dissociation beaucoup moins importante. On va avoir 0,75 à une dioptrie d'anisométropie, et on va avoir un bien meilleur maintien de la vision binoculaire, notamment dans toute cette zone de vision intermédiaire. Ce que j'adore dans cette stratégie, c'est qu'elle peut convenir quasiment à tout le monde. Quasiment tout le monde peut supporter une petite anisométropie de 0,75 ou une dioptrie, c'est quasiment physiologique. Et ça permet, en post-opératoire, d'avoir, tout en restant sur un très léger versant myopique, une bonne vision de loin grâce à l'œil dominant, une bonne vision de près grâce à l'œil dominé, mais également une sommation de l'information. Dans ce genre de stratégie, dès le lendemain, la vision de près est bonne. En revanche, la vision de loin, il faut être un tout petit peu plus patient, de 1 à 4 semaines en fonction du patient, de la biomécanique cornéenne et de la métropie initiale qui a été traitée. Sur 92 patients traités, là aussi, on retrouve une acuité visuelle et de loin qui sont très nettement améliorées, donc de loin grâce à l'œil dominant, de près grâce à l'œil dominé. Cette fois, l'anisométropie induite est nettement inférieure, on est seulement à 0,75, et on va retrouver cette fois de façon bilatérale le gain en diminution d'addition pour accéder à la vision de près grâce à la profondeur de champ induite. Dans cette série, dès le lendemain ou le surlendemain, la vision de près était satisfaisante. Sur 1 semaine et demie, 2 semaines, on avait une vision de loin qui était également confortable. Un retraitement était nécessaire pour une vision de loin un petit peu insuffisante. Enfin, la spécialité de la maison, l'Equivision, où cette fois, on va de nouveau travailler de façon bilatérale au niveau de la modification de la sphéricité, mais sans induire d'anisométropie. Dans cette stratégie, on respecte une parfaite symétrie des perceptions, et ça permet d'avoir une vision de loin et de près qui est multifactorielle. On va avoir la sommation de l'information. Donc, je vous rappelle que quand 2 yeux voient 9 dixièmes, et bien, les 2 yeux en même temps, on a une petite sommation qui nous amène au 10 tant convoité. On va avoir la profondeur de champ induite et la réutilisation de l'accommodation résiduelle du patient, puisqu'un patient de 50 ans, même s'il a besoin de lunettes pour voir de lire, il n'a pas perdu toutes ses capacités accommodatives. Ça va permettre de récupérer de façon unilatérale une vision de loin et de près relativement correcte, mais c'est vraiment de façon bilatérale que la binocularité va pouvoir s'exprimer et fournir
aux patients une bonne vision et de près et de loin. Cette stratégie s'adresse notamment aux patients qui ne supportent pas du tout d'anisomètropie entre les deux yeux ou alors qui veulent jouir d'une excellente vision de près dans le temps, quitte à ce que la vision de loin reste un tout petit peu inférieure à une vision parfaite. La vision de près est bonne dès le lendemain et la vision de loin récupère plus progressivement sur une période de 1 à 4 mois. Donc, ça demande simplement à ce que le patient soit prévenu, qu'il s'y attende et qu'on puisse bien l'accompagner dans cette période. Sur une grosse cohorte de 237 patients, on retrouve là aussi l'acuité visuelle de loin et de près qui est nettement améliorée. On voit très bien la sommation de l'information dont on a parlé avec des acuités monoculaires à 8p3, mais en binoculaire un bon 9p2. Une anisométropie nulle, tout à fait physiologique. Et là aussi, l'effet de la profondeur de champ induite qui permet donc de diminuer la demande en addition. Sur cette cohorte, un retraitement était besoin en vision de loin. La vision de près est bonne dès le lendemain, comme on l'a annoncé. La vision de loin revient plus progressivement. Alors, l'intérêt du Presbycore, c'est que c'est un logiciel plug and play. Sur la base de 8 paramètres, l'âge, la réfraction, la dominance, la kératométrie, la sphéricité, on va pouvoir retrouver une interface familière à celle du laser et programmer les 3 stratégies de traitement. Donc ça se présente comme ça. Ça, c'est directement le récapitulatif des données fournies. On retrouve, mais on va le détailler un petit peu après, le pré-op et les valeurs à renseigner selon les 3 stratégies. Pour chaque patient renseigné, les 3 stratégies sont systématiquement fournies. C'est ensuite au médecin de sélectionner en fonction de son patient quelle stratégie il va préconiser. Pour les médecins qui pourraient hésiter entre 2 stratégies, on a inclus un arbre décisionnel qui, avec 4 questions fermées, va permettre d'aiguiller un petit peu le choix du chirurgien. Ici, une courte vidéo qui montre la façon dont on programme le logiciel. Donc, c'est d'une simplicité phénoménale. On sélectionne l'œil dominant, on renseigne la réfraction subjective, la kérato, la pachy, la pupillo, la sphéricité, les acuités. Idem pour l'œil dominé. On clique sur Calcul Treatment et immédiatement, on a les résultats. Donc, le préopératoire et dans le menu déroulant, les stratégies à suivre, les valeurs à suivre pour les 3 stratégies. On peut exporter en PDF pour imprimer, aller au bloc avec ou glisser dans le dossier patient le compte-rendu du logiciel. Si on détaille ce compte-rendu, on retrouve l'état civil du patient, le nom du chirurgien, les valeurs pré-op renseignées. Donc ici, pour montrer un petit peu le calcul, on a pris un hypermétrope d'environ plus 2,25 bilatéral. On a l'œil gauche qui était dominant. Sur la stratégie de la monovision optimized, on voit bien que sur l'œil gauche, qui se trouve donc en haut à droite de l'écran pour vous, le traitement est un traitement standard sphérique, sans modification de la sphéricité, et que c'est sur l'œil droit, l'œil dominé, où on a un traitement plus appuyé avec la modification de la sphéricité pour obtenir sur cet œil-ci la vision de près et la vision intermédiaire. Sur la technique du dual vision, on a cette fois une modification bilatérale de la sphéricité. On voit bien que sur l'œil dominant, les valeurs sont un petit peu inférieures à l'œil droit sur l'œil dominé, puisque l'œil dominant à gauche est optimisé pour la vision de loin et la vision intermédiaire, tandis que l'œil droit, l'œil dominé, est plus privilégié pour la vision intermédiaire et de près. Et enfin, sur l'équivision, alors que là, on va chercher vraiment une symétrie des perceptions, on a des valeurs qui sont sensiblement les mêmes. Et pour ceux qui pourraient s'interroger sur pourquoi est-ce que ce n'est pas exactement les mêmes alors qu'on avait une amétropie équivalente entre les deux yeux, c'est simplement parce qu'ici, entre l'œil droit et l'œil gauche, les kératométries et la sphéricité initiale ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça, naturellement, ça a une incidence dont le logiciel tient compte. Un logiciel, c'est bien, c'est pratique, ça permet donc de simplifier la programmation, mais ça ne fait pas tout. Charlie l'a introduit tout à l'heure. Pour avoir aujourd'hui un patient satisfait en post-opératoire, il faut s'appuyer sur un bon bilan pré-op et surtout une bonne information du patient. Les points qui sont à mon sens importants à retenir, c'est déjà de rappeler au patient qu'il s'agit d'une chirurgie du compromis. Il n'a pas 20 ans, il ne récupérera pas sa vision de quand il a 20 ans. En revanche, il peut retrouver une bonne vision largement suffisante pour toutes les activités de son quotidien, 80-90%. Et par contre, s'il est confronté régulièrement à une activité pour laquelle il a vraiment besoin d'une excellente vision, il est toujours temps de faire une petite paire d'optimisation spécifique à cette activité. Mais pour l'ensemble des activités du quotidien, il sera indépendant aux lunettes et souvent, c'est ça que le patient cherche. La durée de vie du traitement, elle est variable d'un patient à l'autre. 6 à 8 ans, c'est très raisonnable. Certains, comme ici le docteur Charles Guénassia, en sont d'excellents exemples. Ça peut tenir beaucoup plus longtemps, mais c'est très compliqué de s'y engager.
on ne freine malheureusement pas le vieillissement tout un chacun. Le jour où la vision baisse, il est toujours temps de proposer un retraitement, de remettre une petite paire de lunettes, ou alors de passer à une chirurgie cristallinienne avec aussi bien des implants mono que multi, que EDOF, aussi bien pur que hybride. Par rapport à la réalisation des examens préopératoires, j'insiste sur la sélection de l'œil dominant, qui est différent de l'œil directeur. L'œil dominant est l'œil qui ne supporte pas la pénalisation en vision de loin. Il est important de respecter cette dominance sous peine d'avoir un inconfort, quelle que soit la stratégie utilisée. Enfin, tester la façon dont le patient supporte l'anisométropie. Pour ça, rien ne vaut mieux qu'un bon essai lentille. Ça permet au patient de se rendre compte et ça permet de cibler la valeur qui va être supportée par le patient et de sélectionner la stratégie en conséquent. Un patient qui ne supporte pas d'anisométropie, on ne va pas lui proposer une stratégie dissociative, on va rester sur une stratégie plus d'équilibre entre les deux yeux. Enfin, pour pouvoir prévenir le patient d'une éventuelle différence de perception si jamais on est sur une stratégie de dual vision ou de monovision optimized, pour qu'il ne s'en inquiète pas et qu'il l'accepte bien, et prévenir pour les stratégies de dual vision et d'équivision de la récupération visuelle progressive de la vision de loin. Et il faut accompagner le patient en post-opératoire, aussi bien au travers des visites régulières qu'avec éventuellement une petite paire de lunettes jetables de moins 0,50 ou moins 0,75 pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il n'en ait plus du tout besoin. Quelques chiffres clés sur le presbycore. Aujourd'hui, 8 paramètres nécessaires à la préparation, 3 stratégies de compensation proposées, 32 utilisateurs en France, Europe, Israël, Amérique, 580 patients déjà programmés sur le nouveau logiciel. Les avantages, c'est qu'aujourd'hui, on a un logiciel qui repose sur de nombreuses études qui ont été réalisées pour affiner les calculs et les stratégies. On a un logiciel qui permet de personnaliser le traitement et qui, avec les 3 stratégies proposées, répond aux attentes à la fois du patient et du chirurgien. Et enfin, ce n'est pas un simple logiciel qui donne des valeurs, c'est aussi un logiciel qui va accompagner le médecin dans la prise en charge de son patient, puisqu'on va retrouver des aides à l'indication, des explications sur les stratégies, et ça va permettre de se mettre peu à peu à la presbytie pour ceux qui n'en font pas, ou alors pour ceux qui en font déjà, éventuellement d'aller explorer d'autres horizons. Je laisse à présent la parole au docteur Guénassia, qui va vous expliquer comment il fait pour sélectionner l'indication entre un patient qu'il va privilégier en presbylasique avec le presbycore ou un patient à qui il va privilégier une chirurgie cristallinienne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Charlie et Nicolas. Vous avez tout à fait bien introduit les deux, aussi bien le presbycore que les différents. Alors, j'avais proposé à Jérôme Beauvais de différencier un peu le presbycore et les implants EDOF. Jérôme m'a demandé surtout d'insister sur le presbycore, donc je resterai peut-être un petit peu plus, un petit peu moins sur les implants. En tout cas, il faut savoir que ces deux techniques, on est souvent, ces deux techniques sont souvent opposées, la cataracte et le cristallin clair et le presbycore, et bien que la tendance actuelle privilégie souvent en première intention une chirurgie intraoculaire plutôt qu'une chirurgie intracornéale, je vais vous montrer que en fait, elles sont tout à fait complémentaires. Alors, le choix de l'indication nécessite un bilan préopératoire détaillé, et je passe sur la bérométrie, mais on se sert encore, nous, souvent de l'OCAS, qui nous permet de connaître l'indice de cataracte véritable et également l'indice d'accommodation résiduelle qui reste chez le patient, ainsi que la qualité de l'arme. Les fondamentaux, je les répète un petit peu parce que Nicolas est passé un peu vite dessus, et je pense que c'est une bonne chose de le répéter. Les fondamentaux de fonctionnement du presbylasique, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la multifocalité et la sphéricité cornéenne. Ceci va nous conduire à une aberration sphérique négative, à de l'augmentation de la profondeur de champ, à une amélioration de la qualité de l'image rétinienne, mais qui est discuté de la réactivation de l'accommodation, en tout cas en relation avec la plasticité cérébrale, qui n'est pas toute la même. Ici, vous voyez des schémas de multifocalité cornéenne. Alors, autant on connaît les îlots centraux post-presbylasiques hypermétropiques, comme vous voyez donc sur la photo, sur cet œil gauche, où on voit un gros îlot central. Par contre, on voit beaucoup moins fréquemment des îlots centraux post-presbylasiques myopiques,
En général, c'est une phase de démyopisation. Ici, on voit l'îlot central post-presbylasique myopique qui est intéressante quand on traite également des myopes, parce que souvent, les myopes n'acceptent pas la monovision et voudraient avoir deux yeux à peu près semblables, des yeux qui voient de loin et de près en même temps. La sphéricité cornéenne, qu'est-ce que c'est? Je le répète pour les optométristes, c'est le facteur de forme de la cornée. On sait qu'ici, on va prolatiser la cornée. On sait que la cornée, elle peut être ou prolate ou oblate. Et la plupart du temps, on va programmer, c'est un consensus chez pratiquement tout le monde, un delta Q de moins 0,60 pour entraîner une cornée hyperprolate. Et en augmentant cette aspéricité cornéenne à peu près de moins 0,60, on va obtenir une profondeur de champ. Ici, vous voyez deux images. Vous voyez une image sans profondeur de champ et une image avec profondeur de champ. Vous voyez que sans profondeur de champ, on a très peu de détails. Avec la profondeur de champ, on a la fleur et tout ce qui se passe derrière. C'est cette profondeur de champ qui est importante. Enfin, il faut augmenter. Elle est en général dans la littérature chez l'homme simplement de 0,30 dioptrie et c'est ce qu'on essaie d'augmenter, en tout cas pour donner une meilleure profondeur de champ. Et puis, je rapporte que la réserve accommodative et la qualité visuelle sont également importants sur le presbycore, sur nos études et sur ma propre expérience, parce que maintenant, ça fait presque 15 ans que j'ai été opéré. On voit ici qu'en pré-op, j'étais à 1 dioptrie, qu'en post-op, quelque temps après, j'étais passé à 3 dioptries d'accommodation. Et que la qualité visuelle calculée à l'OCAS était peu importante et qu'elle avait extrêmement augmenté, en tout cas avec une meilleure prolacité de la cornée. Alors, la presbytie, qu'est-ce que c'est? La presbytie, c'est une aberration sphérique cornéenne qui devient plus positive avec l'âge, comme celle du cristallin. C'est ce que nous expliquons et on montre toujours ceci aux patients. Aberration sphérique positive de la cornée, et ceci, ça va donner bien sûr une image floue, et ceci va inhiber notre réflexe accommodatif. À partir du moment où nous relativons la cornée, comme l'a montré Nicolas et l'a montré Charlie, on va avoir une qualité d'image meilleure, et ceci, normalement, devrait améliorer donc la perception cérébrale et réactiver également notre réflexe accommodatif. Ceci, pas tout de suite. Alors, ce sont d'ailleurs des résultats que j'ai déjà montrés, qui ont été obtenus avec l'OCAS sur au moins 100 patients, et qui montraient en tout cas qu'on avait une augmentation de 0,60 à 2 dioptries d'accommodation. Donc, elle a été réactivée, et ceci était en relation avec la courbe de Duhan, où on sait qu'il reste au moins 2 dioptries à 50 ans quand on sait la faire marcher. Et également avec la tracée que nous utilisons souvent, on s'aperçoit que, on a grâce à la diminution de l'aberration sphérique de la cornée, on a une augmentation de l'aberration sphérique du cristallin qui va venir, comme on l'avait chez le gène, en tout cas, comme lors de notre modèle physiologique, en tout cas, compenser l'aberration sphérique de la cornée. On a ici une aberration sphérique du cristallin qui se remet en marche. Et puis, je dois vous dire, on a fait des études avec les Israéliens qui ont montré qu'on avait un rôle de la plasticité cérébrale qui était très important, et on a même montré la création de nouvelles connexions post-équivision parce que les patients voyaient beaucoup mieux. Mais on s'est arrêté parce que ce n'est pas très simple de continuer là-dessus. Alors, pour reprendre le que l'on vous a montré, effectivement, moi aujourd'hui, je suis toujours très équivision parce que souvent, les patients aiment avoir deux yeux semblables. Il n'y a pratiquement pas d'anisométropie. On a un parfait respect de la vision binoculaire et j'ai été traité par cette technique. Mais effectivement, la dual vision est une très bonne technique. Elle est utilisée pas mal dans notre centre parce qu'elle permet une récupération plus rapide de la vision de loin et de la vision de près, et donc un moindre accompagnement des fois du patient. Par contre, peut-être qu'au long terme, on aura de moins bons résultats. Et la monovision optimisée, et Nicolas vous l'a expliqué, c'est simplement une forte anisométropie avec un Q modifié simplement sur l'œil modifié. Je ne reviens pas là-dessus puisqu'il vous les a expliqués. Alors, après cette chirurgie cornéenne, est-ce qu'on va employer des implants type EDOF ou pur ou hybride? Vous savez que l'EDOF, c'est un thème marketing qui est
paru sur le marché il y a à peu près 5 ans, hein, qui répond à cette forte demande des patients qui veulent s'affranchir des lunettes, mais c'est quand même un implant qui veut s'approcher de la vision physiologique, comme le presbylaside. Alors, on les a beaucoup mélangés. Ce sont des implants, on a soit les DOF purs, ce sont des implants sans marge diffractive, hein, où on va avoir une bonne vision de loin, une bonne vision intermédiaire, sans effet photique. Ils sont beaucoup moins performants en vision de près, une technologie donc d'aspéricité simple, hein, on en voit de plus en plus, et les EDOF hybrides qui vont essayer de combiner toutes les technologies, diffractive, réfractive, aspéricité, pour diminuer en tout cas les effets photiques et obtenir la meilleure vision. J'en parle un tout petit peu. Donc, les EDOF purs, ce sont l'Island de Johnson & Johnson, l'Isopure de Physio, le Vivity de Alcon. J'en mets peu, je préfère mettre des multifocaux diffractifs réfractifs. On sait qu'en Suisse, il y a l'Eden, le Lucentis et l'Harmonis, ou alors le Miniwell, le Synthesis, le Luxmark de Bausch & Lomb. Je passe rapidement là-dessus. Quels sont ces implants hybrides? On va en reparler. Donc, ce sont le Symphony, le Synergie de Johnson & Johnson, le Panoptix d'Alcon, la Telesia de Zeiss, le Fine Vision de Physiol, l'Intensity d'Anita, je vous en dirai quelques mots, et le Symbiose de Cristanas. Alors, je passe rapidement sur les implants purs monofocaux. Ce sont donc l'Isopure, le Synthesis et le Technique ailleurs. Je crois que vous en avez parlé ces derniers temps, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. Les implants hybrides, voilà, moi je mets surtout du Medicontour et j'emploie beaucoup aujourd'hui l'Anita parce qu'il a 5 foyers, un peu moins le trifocal ou le physiol d'Alcon, et je dois reconnaître beaucoup moins les implants avec l'instant focus, vous nous en direz peut-être quelques mots. Donc ces implants Focus, Eden et Lucidis, ce sont pas des implants, ce sont quand même des implants avec des surfaces hybrides, réfractives et diffractives, comme on le voit sur les. Ce ne sont pas des implants à profondeur de champ, ce sont des implants quand même réfractifs, diffractifs. Comme l'implant Harmonis, qui intègre la même technologie, qui lui aurait l'avantage d'être customisable. J'en ai en tout cas aucune expérience. Voilà. Par contre, le Medicontour, c'est un de ceux qu'on emploie, en tout cas en France. Il est apodisé diffractif. Chaque marque diffractive a une courbure asphérique qui est différente et cette marge diffractive va améliorer la profondeur de champ. L'intérêt de cet implant, c'est qu'il a un Abbe number qui va diminuer l'aberration chromatique. On a fait en tout cas pas mal d'études, ils nous l'ont demandé, sur 22 yeux implantés post-presbylasiques avec cet implant de Medicontour et on a eu de bons résultats. C'est un petit peu la même chose d'ailleurs avec le Anita. L'Anita, c'est un nouvel implant israélien dont on nous a demandé, de faire des études. Il a 12 marches, il a un anneau central, différentes hauteurs. On a une optimisation de la lumière en fonction du diamètre pupillaire. Vous voyez, on fait mésopique et scotopique. Et sincèrement, il a une distribution optimale de la lumière avec une très bonne vision de loin, une bonne vision intermédiaire et une bonne vision de près également. C'est celui que je mets le plus à l'heure actuelle et même après des presbylasiques. On voit d'ailleurs que la variation de l'addition, en fonction du diamètre pupillaire, on voit qu'on peut voir tout à fait de loin, en intermédiaire et de près. Il a presque une vision continue. Pour moi, c'est un des meilleurs implants que j'utilise à l'heure actuelle. Alors, pour conclure cette longue page d'information, on pourra répondre éventuellement à des questions après. Quels sont les critères de sélection pour choisir la technique d'un presbylasique ou d'un EDOF? Pour ma part, moi, j'opère des deux, bien sûr, et je n'ai pas... mais c'est vrai que notre choix repose beaucoup sur l'indice de cataracte en premier et sur la valeur de l'accommodation résiduelle. S'il n'y a plus d'accommodation, il est bien certain qu'on va faire une cataracte. S'il reste de l'accommodation en patient, on va passer plutôt vers du presbylasique. Mais je dois dire que quand même le presbylasique, c'est quand même une chirurgie non invasive. On conserve l'accommodation, on a une véritable vision physiologique. Moi, j'ose plus dire mon âge, mais je vois toujours très bien de près en vision intermédiaire. On a quand même un taux de satisfaction
est élevé. Et je dirais que de toute manière, l'EDOF ou le multifocal est conseillé et possible alors qu'il était interdit presque à un moment, et sans aucun problème, parce qu'avec les formules de SRKT, GIS et Barrett, on arrive à d'excellents résultats. Les inconvénients, si on fait de l'équivision, c'est une myopie transitoire qu'on va avoir à gérer pendant quelque temps, mais justement, il faut avoir accompagné le patient en lui disant qu'il va être gêné quelque temps pour que ça dure le plus longtemps possible. On a quand même peu ou pas de complications. Une invasion épithéliale si on fait une retouche, des kératites sèches surtout, et très, très rarement des kératites lamellaires profondes comme on voit ici. Les complications sont quand même très, très, très peu importantes du nombre de patients opérés. Par contre, les EDOF, on va avoir tout de suite un traitement immédiat et en principe plus durable. Mais cristallin clair, on peut avoir un calcul d'implant erroné, on a quand même une perte d'accommodation définitive. On a des fois des taux de satisfaction limités quand on fait du cristallin clair, dû au phénomène photique encore, sauf si on met des implants EDOF purs, corps flottant. Et les complications plus ou moins long terme, c'est quand même une chirurgie invasive. Rupture capsulaire, tout le monde en a eu, une issue vitrée, une membrane rétinienne, des décollements de rétine, malheureusement, on en a tous après une intervention, et des œdèmes cystoïdes. Donc les complications sont quand même beaucoup plus importantes en cristallin clair, bien sûr. Donc, pour moi, comme vous l'a dit Nicolas et Charlie, l'utilisation de ce presbycore, nous, on aimerait bien quand même le diffuser de plus en plus parce qu'il simplifie et rassure l'apprentissage. Et quand même, malgré toutes les améliorations des EDOF, la chirurgie cornéenne, j'allais dire, est beaucoup moins stressante et elle reste une chirurgie conservatrice. Je dois reconnaître que quand j'opère 6 ou 7 ou une dizaine de presbyasiques, je ne stresse pas. Quand j'opère une dizaine de cataractes, je stresse plus parce que j'ai toujours peur d'avoir quelque chose au milieu. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une méconnaissance du presbyasique et de ses résultats. Ces deux techniques, en tout cas, il faut bien le comprendre, elles ne sont pas du tout opposées, mais elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires parce que la profondeur de champ que vous allez induire par le presbylasique ou le presbycore va optimiser secondairement les résultats que vous avez avec des EDOF parce que vous avez une augmentation de la spéricité cornéenne, une augmentation de l'aberration sphérique qui optimise les résultats. Et souvent, les patients satisfaits d'un presbycore ou d'un presbylasique en première intention seront à même d'apprécier et de demander secondairement les myopes parce que ils sont entrés dans une phase de confiance et quand ils ont de la cataracte, ils vous le demandent secondairement. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme de ton invitation. S'il y a des questions pour un de nous trois ou pour les trois, on y répond volontiers. En tout cas, si certains veulent venir se former ici dans le centre Apexin, ils sont en tout cas volontiers invités sans aucun problème.